Bonjour chères étudiantes, chers étudiants, ravi de vous retrouver pour vous présenter un nouveau chapitre qui porte sur la base imposable de l'IS. Donc la dernière séance, on a présenté le champ d'application, on a traité les personnes imposables, les activités imposables, le principe de la territorialité de l'impôt et les exonérations en matière de l'IS. Donc aujourd'hui, on va traiter la base imposable. La base imposable, c'est-à-dire la base sur laquelle on va calculer le montant de l'impôt. Et pour déterminer cette base imposable, une démarche précise doit être respectée. À partir de résultats comptables, on doit procéder à des réajustements fiscaux sur le résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal. Donc le résultat fiscal, c'est la base imposable. Et on doit corriger ce résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal. Donc le résultat fiscal est égal au résultat comptable plus les charges non déductibles moins les produits exonérés. Donc le résultat comptable est calculé par la différence entre les produits comptabilisés moins les charges comptabilisées. Sur le plan fiscal, on a des charges non déductibles. Elles sont comptabilisées, mais sur le plan fiscal, sont considérées comme des charges non déductibles ou non admises sur le plan fiscal. Et sur le plan comptable, on a comptabilisé des produits, mais ces produits, ils sont exonérés sur le plan fiscal ou bien ils sont considérés comme des produits non imposables. Donc pour déterminer le résultat fiscal, on va se baser ou bien on va se référer au résultat comptable. Et à partir de ce résultat comptable, on va réintégrer les charges non déductibles moins les produits exonérés. Donc le résultat fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. Les réintégrations, ce sont des charges non déductibles sur le plan fiscal. On a le droit de les déduire sur le plan comptable, mais sur le plan fiscal, ces charges sont non déductibles. Moins les produits exonérés, des produits qui sont comptabilisés, mais sur le plan fiscal sont exonérés. Il faut les déduire de résultats comptables. Et la deuxième méthode pour déterminer cette base imposable, dont le résultat fiscal est égal au produit imposable moins les charges déductibles. Donc le résultat fiscal est égal au produit imposable moins les charges non ou bien moins les charges déductibles. Et la deuxième méthode, c'est à partir de résultats comptables. Donc pour passer ou bien le passage de résultat comptable au résultat fiscal passe par la réintégration des charges non déductibles et par la déduction des produits non imposables. Après la détermination de ce résultat fiscal, on va passer à la détermination du résultat fiscal net. Les sociétés qui réalisent des déficits antérieurs, des déficits dans les années précédentes, ont le droit de reporter ce déficit sur le résultat fiscal bénéficiaire des années suivantes. Donc le résultat fiscal net est égal au résultat fiscal, c'est-à-dire égal au bénéfice fiscal, moins le déficit reportable ou bien le déficit des années antérieures. Bien sûr, sous un certain nombre de conditions, on verra par la suite quelles sont ces conditions pour déduire les déficits des années précédentes. Donc la méthode ou bien la démarche à suivre pour traiter ou bien pour déterminer la base imposable,
on a deux méthodes. Soit on va se référer au résultat comptable. Donc le résultat fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. Les réintégrations, ce sont les charges non déductibles, moins les déductions sont les produits exonérés. Et la deuxième méthode, c'est la différence entre les produits imposables moins les charges déductibles. Après le calcul de ce résultat fiscal, on passe pour calculer le résultat fiscal net. Le résultat fiscal net, c'est le résultat fiscal, c'est-à-dire le bénéfice fiscal dégagé au cours de cette année, moins le déficit concernant les exercices précédents, ou bien concernant les exercices précédents. Alors, donc pour les produits imposables, ils sont déterminés à partir des produits d'exploitation, des produits financiers et des produits non courants. Donc pour les produits d'exploitation, il s'agit de chiffre d'affaires, des variations de stock de produits, les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, les subventions d'exploitation, les autres produits d'exploitation, les reprises d'exploitation et les transferts des charges. Pour les produits financiers, il s'agit des produits de titres de participation, des écarts de conversion de passifs, des intérêts et autres produits financiers, des gains de change, les reprises financières et les transferts des charges. Et on a aussi les produits non courants. Donc on va traiter donc chaque compte à part. Alors, pour les produits imposables, ils sont déterminés à partir des éléments suivants. Les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. Pour les produits d'exploitation, ils comprennent le chiffre d'affaires, la variation de stock, les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, les subventions d'exploitation, les reprises d'exploitation et les transferts de charges. Pour les produits financiers, il s'agit des produits de titres de participation, des produits des intérêts et autres produits financiers, des gains de change, les écarts de conversion de passifs et les reprises financières et les transferts de charges financières. Pour les produits non courants, il s'agit des produits de cession d'immobilisation, les subventions d'équilibre, les reprises sur subventions d'investissement et les autres produits non courants, y compris les dégrèvements d'impôts déductibles. Donc on va procéder au traitement fiscal de chaque compte. Pour les produits d'exploitation, sont constitués par la valeur des marchandises et des produits fournis par la société. Donc, les principaux éléments des produits d'exploitation, il s'agit du chiffre d'affaires de la société, des variations de stock de produits, les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, les subventions d'exploitation, les reprises d'exploitation et les transferts de charges et autres produits d'exploitation, les jetons de présence, les redevances pour brevets, marques, droits et valeurs similaires, etc. Dans le chiffre d'affaires est composé des recettes et des créances acquises se rapportant aux produits livrés
et aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés. Une vente à crédit constitue une créance acquise qui doit être rattachée à l'exercice au cours duquel la livraison a été effectuée. Donc le fait générateur de l'imposition des produits, c'est la livraison de la marchandise et non pas la constatation de la créance. Donc, un produit est imposable à partir de la livraison de la marchandise. Lorsqu'il s'agit d'une prestation de service, celle-ci est rattachée à l'exercice au cours duquel la prestation a été achevée. Pour les travaux immobiliers, l'imposition est rattachée à l'exercice correspond à leur réalisation, c'est-à-dire à la date d'achèvement des travaux. Pour les produits financiers, ils sont constitués des éléments suivants. Les produits de titres de participation et autres titres immobilisés, les produits des intérêts et autres produits financiers, les gains de change, les écarts de conversion de passifs, les reprises financières et les transferts de charges. Donc pour le traitement des produits de titres de participation et autres titres immobilisés, provenant notamment des dividendes, des réserves mises en distribution et des bonnets de liquidation. Donc pour les dividendes et autres produits de participation, ils sont soumises à la retenue à la source de 15%. Donc ils sont imposés à la retenue à la source avec un taux de 15%. Et ils sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire de ces produits en tenant compte d'un abattement de 100%. Donc, lorsque ces produits sont comptabilisés, lorsque les dividendes, les réserves mises en distribution et les bonnets de liquidation sont comptabilisés dans les produits financiers de la société, il faut les retrancher parce qu'ils sont déjà soumises à la retenue à la source avec un taux de 15%. Pour cela, on dit que les produits financiers, ils sont retenus à la source d'une façon libératoire de l'IS. C'est-à-dire lorsqu'ils sont comptabilisés, il faut les déduire. Ils vont bénéficier d'un abattement de 100%. Pour les intérêts et les produits assimilés aux intérêts, donc ces intérêts, ils sont soumis à une retenue à la source de 20% au titre de l'impôt sur les sociétés, opéré par l'organisme distributeur. Cette retenue n'étant pas libératoire de l'IS, donc les dettes d'intérêt sont à déclarer pour leur montant brut dans le calcul de résultat fiscal. Et la retenue à la source, c'est-à-dire cette imposition de 20% sur ces produits des intérêts, elle sera déductible après le calcul de montant de l'IS qui va, ou bien cette retenue à la source va constituer un crédit d'impôt à retrancher de l'impôt dû pour la société. Donc pour les intérêts, lorsqu'on va déterminer le résultat comptable et le résultat fiscal, donc ces intérêts, ils vont figurer dans la base de calcul de résultat comptable avec leur montant brut. C'est-à-dire on va ajouter donc la retenue à la source, les 20% de la retenue à la source, c'est-à-dire pour passer de montant net au montant brut. Donc on va les comptabiliser pour la détermination de résultat comptable et de résultat fiscal. Et après
le calcul de l'impôt, on va retrancher la retenue à la source, c'est-à-dire l'impôt retenu à la source de 20% concernant les intérêts de montant de l'impôt dû pour la société. Donc pour les produits de titres de participation, ils sont retenus à la source d'une façon libératoire, dire la société distributeur des dividendes, il va verser le montant de la retenue à la source au trésor et elle va verser le montant net des dividendes à la société. Lorsque la société comptabilise ces produits comme des produits financiers, il faut les retrancher des produits imposables. Par contre, les intérêts, ils vont figurer dans la base de calcul de résultat fiscal en montant brut. Et la retenue à la source, c'est-à-dire la retenue à la source de 20% comme retenue à la source, sera retranchée après le calcul de l'impôt dû, c'est-à-dire après la détermination de résultat fiscal, après la détermination de résultat fiscal net, on calcule le montant de l'impôt et après le calcul de ce montant d'impôt, on a le droit de retrancher la retenue à la source qui va constituer un crédit d'impôt. Donc ça, c'est le traitement fiscal des produits financiers. Et pour les produits non courants, il s'agit des produits de cession d'immobilisation, les subventions d'équilibre, les reprises sur subventions d'investissement et les autres produits non courants, y compris les dégrèvements d'impôts. Les autres produits non courants comprennent notamment les pénalités reçues sur marché suite au non-respect des clauses d'un contrat ou à sa rupture. Les dégrèvements d'impôts ou les réductions accordées par l'administration fiscale en matière d'impôts déductibles sont considérés comme des produits imposables. Donc les dégrèvements d'impôts qui portent sur des impôts déductibles sont considérés comme des produits imposables. Par contre, les impôts non déductibles, lorsque la société obtient un dégrèvement d'impôt sur un impôt non déductible, par exemple l'IS ou les acomptes provisionnels, ce dégrèvement est considéré comme un produit non imposable. Donc les produits imposables sont les impôts ou bien les dégrèvements d'impôts qui portent sur des impôts déductibles. Les dons perçus par la société sont aussi des produits non courants. Les indemnités d'assurance. Ces indemnités figurent pour leur montant global dans les produits non courants imposables lorsqu'ils sont versés par une compagnie d'assurance suite à un sinistre. Un traitement fiscal particulier est réservé aux indemnités d'assurance vie perçues par la société suite au décès de l'un de ses dirigeants. Ces indemnités constituent des produits imposables sous condition de la déduction de l'ensemble des primes et des cotisations versées par la société. La société, elle a le droit de constituer une prime d'assurance au profit de la société selon le nom de son dirigeant et elle va verser des cotisations et au moment du décès de l'associé ou bien du dirigeant, la société va recevoir des indemnités. Donc ces indemnités, elles sont imposables sous condition de la déduction de l'ensemble des cotisations versées par la société. Donc les indemnités d'assurance constituent des produits non courants imposables.